Alors, bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien et que vous m'entendez bien. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va faire une conférence d'obstétrique. Donc, comment ça va se passer? Alors, je vais vous proposer de balayer une grande partie des sujets d'obstétrique à partir de plusieurs dossiers et on va en profiter pour faire beaucoup de rappels de cours. Avant de commencer, je vais d'abord me présenter parce que vous ne me connaissez pas forcément. Je m'appelle Olivier Anselem et je suis gynécologue obstétricienne à la maternité Port-Royal à Paris. Et donc, je fais de l'obstétrique depuis pas mal d'années et je suis ravie de partager avec vous tout ce qui est important à connaître sur cette belle spécialité. Voilà, donc j'espère que cette con va répondre à vos questions. Et on va, ensemble, revoir, au maximum, le programme. Vous savez qu'en complément de cette conférence qui est vraiment axée sur, les rappels de cours, vous aurez également un TD qui vous sera proposé, qui, vous, propose de, compléter avec, la mise en application de certaines choses qu'on aura vues et de voir également quelques petits compléments. Alors, on va donc avoir 4 mini DP ensemble, qui sont, assez courts et qui vont nous permettre d'aller un peu à fond sur des sujets qui me paraissent les plus importants et les plus tombables aussi, aux EDN. Et puis un DP un peu plus en longueur, mais qui va reprendre tout ce qui peut être, centré autour du travail et de l'accouchement, qui sont des thématiques, qui sont pas forcément évidentes à apprendre en cours. Et donc on a dit: «On va se concentrer 100 sur l'obstétrique». C'est parti. Premier DP, dans ce DP, nous allons parler d'hypertension artérielle, de prééclampsie et donc des pathologies vasculaires placentaires. On commence direct par un sujet qui n'est pas forcément évident et donc vous verrez, les rappels ici sont très importants. Alors on va rentrer dans le sujet avec, cette patiente. Donc vous suivez pour sa première grossesse madame E Primigès de 32 ans. La grossesse se déroule normalement jusqu'à 28 semaines d'aménorrhée, où lors de la consultation mensuelle, vous notez à 3 reprises une hypertension artérielle à 160-100 millimètres de mercure. La bandelette urinaire retrouve une protéinurie supérieure à 3 croix. Vous réalisez sur un échantillon d'urine un ratio protéinurie sur créatininurie qui est à 50 mg par millimole. Première question, quel est votre diagnostic? Donc là, c'est facile. Votre diagnostic, c'est celui de la prééclampsie. Mais vous pouvez être un peu plus précis parce que vous avez déjà un critère de sévérité, puisque l'hypertension artérielle systolique est à 160, et donc vous pouvez dire qu'il s'agit d'une prééclampsie sévère. Alors les définitions, c'est très simple. Pour pouvoir poser le diagnostic d'une prééclampsie, il faut se référer aux recommandations du collège de 2023. C'est l'association d'une hypertension artérielle, systolique supérieure ou égale à 140 et ou diastolique supérieure ou égale à 90, associée à une protéinurie supérieure ou égale à 0,3 g par 24 heures, ou un ratio protéinurie sur créatininurie supérieur ou égal à 30 mg par millimole. Et cette association survient après 20 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire que si jamais vous avez déjà une hypertension et une protéinurie avant 20 semaines d'aménorrhée, il faut se poser la question d'un diagnostic différentiel. Alors dans un dossier, on peut vous donner soit la protéinurie, soit le ratio, mais très souvent on va se baser sur le ratio parce qu'on peut le faire sur un échantillon d'urine, alors que la protéinurie des 24 heures, il faut collecter les urines pendant 24 heures et on va avoir un diagnostic un peu plus tardif, donc le ratio est beaucoup plus pratique. Mais les deux sont valables dans les définitions. Ensuite, vous avez des critères de sévérité qui vont se surajouter et qui vont vous permettre d'être précis dans votre diagnostic. Ces critères de sévérité, vous allez avoir dedans l'HTA sévère, comme chez notre patiente, avec au moins 160 de systolique, ou pour la diastolique, au moins 110. Le fait d'avoir une protéinurie supérieure à 3 g par 24 heures, la créatininémie supérieure à 90, une oligurie inférieure à 500 par 24 heures, une thrombopénie inférieure à 100 000, une cytolyse hépatique supérieure à 2 N, et puis on va retrouver également une douleur abdominale épigastrique ou une douleur de l'hypocondre droit en barre persistante ou intense, une douleur thoracique, une dyspnée ou un OAP, et des signes neurologiques avec des céphalées sévères ne répondant pas au traitement, des troubles visuels ou auditifs persistants, des réflexes vifs diffusés et polycinétiques.
Vous voyez que là, j'ai mis certains de ces critères en jaune et certains en rose, parce que les critères qui sont en rose constituent également des signes de gravité. Ces signes de gravité, je vous les ai remis ici. Dedans, vous allez retrouver la pression artérielle systolique, mais cette fois-ci, elle est supérieure à 180 et la diastolique à 120. On retrouve la douleur épigastrique ou la douleur de l'hypochondre droit en barre. On retrouve les signes neurologiques et dedans, il y a en plus le déficit neurologique et les troubles de la conscience. On retrouve la détresse respiratoire et l'OAP. Et on rajoute le HELP et l'insuffisance rénale aiguë. Donc, vous voyez qu'il y a trois possibilités quand on a une prééclampsie. Il y a la prééclampsie sans signe de sévérité, ce qu'on appelle la prééclampsie modérée, la prééclampsie avec signe de sévérité et la prééclampsie avec signe de gravité. Et donc, vous avez vu que parmi les signes de sévérité, certains sont plus péjoratifs que d'autres et sont aussi des signes de gravité. Cette distinction en trois classes dans la prééclampsie, elle est importante parce qu'elle va après vous permettre de savoir quel traitement vous allez proposer. Alors, que comporte votre prise en charge? On vous propose de mettre de la bêtaméthasone. Oui, à partir du moment où vous avez un diagnostic de prééclampsie, il y a une indication, si vous êtes entre 24 et 34 semaines, de faire une cure de corticoïdes pour accélérer la maturation pulmonaire fœtale. Vous ne pouvez pas savoir au bout de combien de temps l'extraction sera nécessaire. Donc, dès qu'on a le diagnostic, on met de la bêtaméthasone. On vous propose de mettre du sulfate de magnésium. Dans ce dossier, je n'ai pas de signe de gravité, donc je ne mets pas de sulfate de magnésium. Je n'ai pas non plus décidé d'une extraction fœtale avant 32 semaines, donc je n'ai pas d'indication fœtale de sulfate de magnésium, donc pour l'instant, je me garde le sulfate de magnésium pour plus tard. Les diurétiques, jamais pendant la grossesse. Le labétalol, oui, c'est le premier antihypertenseur qu'on va utiliser dans la prééclampsie sévère, et le régime sans sel, jamais pendant la grossesse. Donc, si on résume la prise en charge d'une prééclampsie modérée, il y a une hospitalisation nécessaire pour au moins le début de la prise en charge dans une maternité de type adapté. Plus tard, si la prééclampsie n'a pas de signe de sévérité, il est possible d'envisager une sortie à domicile avec une surveillance adaptée. Un traitement antihypertenseur, ça c'est une nouveauté de la recommandation de 2023. Donc on va mettre un traitement antihypertenseur, mais là la molécule n'est pas précisée dans la prééclampsie modérée. C'est pas forcément le labétalol. La cure de corticoïdes, si vous êtes entre 24 et 34 semaines, pour faciliter l'adaptation du futur nouveau-né, si jamais il naît avant 34 semaines, et notamment la maturité respiratoire, le risque de maladie de membrane hyaline. Et puis, vous allez ensuite surveiller la patiente sur le plan clinique, biologique, et vous allez surveiller la croissance fœtale. Et si tout va bien, qu'il n'y a pas de signe de gravité, vous allez essayer de tenir jusqu'à 37 semaines pour éviter que l'enfant soit prématuré. À 37 semaines, en revanche, on n'a plus rien à gagner en termes de prématurité et on a encore des risques médicaux pour la mère et pour l'enfant. Donc à ce moment-là, on décide d'arrêter la grossesse et donc de déclencher l'accouchement. Deuxième cas de figure, la prééclampsie sévère, hospitalisation, traitement antihypertenseur, avec là la précision que le traitement de première intention, c'est le labétalol, Péros. Si jamais on a besoin de rajouter un deuxième antihypertenseur, on rajoutera de la nicardipine ou de l'alpha-méthyldopa. Et si on est entre 24 et 34 semaines, bien sûr, on fait la cure de cortico. Et comme tout à l'heure, on surveille et on attend jusqu'à 37 semaines en l'absence de signes de gravité. Et à 37 semaines, on déclenche. Enfin, la prééclampsie sévère avec signe de gravité, là le traitement doit être mis par voie intraveineuse. En première intention, le labétalol. Si on doit mettre un deuxième traitement antihypertenseur, la nicardipine ou l'urapidil. Et là, on a une indication de sulfate de magnésium. Pourquoi? Parce que le sulfate de magnésium diminue le risque d'éclampsie et d'HRP. Donc là, indépendamment de l'âge gestationnel, on mettra du sulfate de magnésium pour les risques d'éclampsie et d'HRP. Et quand on a un signe de gravité et qu'on en est là, on a une indication d'extraction fœtale. Donc, l'histoire va se terminer à ce moment-là, si vous avez le signe de gravité, par une césarienne en urgence. Alors, que comporte votre surveillance biologique? Donc, je reviens à notre patiente qui a une prééclampsie sévère. La surveillance biologique, elle doit comporter surveillance de la numération sanguine, pour le risque de thrombopénie en particulier,
Azatalate aussi pour le risque de cytolyse hépatique et de HELLP syndrome. Les dédimères, jamais pendant la grossesse, ils ne sont pas interprétables. La créatinine, oui. L'aptoglobine, oui. Ce bilan correspond à ce qu'on appelle un bilan vasculo-rénal, c'est-à-dire un bilan biologique qui vous permet d'aller rechercher des signes de sévérité ou de gravité. Donc l'ANUM, l'hémostase, parce que vous pouvez avoir aussi une CIVD dans une prééclampsie, les transaminases, un marqueur de l'hémolyse qui peut être les LDH, l'aptoglobine ou les schizocytes, le fibrinogène, la créate, la protéinurie des 24 heures. Un petit mot pour bien comprendre la physiopathologie de la prééclampsie. Tout n'est pas encore parfaitement élucidé aujourd'hui, mais il y a quand même des choses qui sont vraiment importantes parce qu'elles vont vous aider à retenir les complications que vous pouvez observer. Il faut savoir que la prééclampsie est une maladie qui va arriver en deuxième moitié de grossesse, on l'a vu après 20 semaines d'aménorrhée, mais qui résulte d'une anomalie très précoce au début de la grossesse, notamment dans le premier trimestre, quand le trophoblaste va se développer. Il y a des cellules qui viennent du trophoblaste et qui ont la capacité de migrer dans le myomètre pour aller jusque dans les vaisseaux utérins. Ces cellules du trophoblaste vont venir remplacer les cellules endothéliales des vaisseaux utérins pour donner des nouvelles propriétés à ces vaisseaux utérins. Les vaisseaux utérins, en dehors de la grossesse, c'est des vaisseaux qui sont très résistants parce qu'il n'y a pas besoin d'amener beaucoup de sang à l'utérus. Mais là, avec la grossesse, il va falloir faire baisser les résistances pour ouvrir les vaisseaux et augmenter l'apport de sang qui va venir ensuite irriguer la chambre intervileuse dans le placenta. Donc ce mécanisme-là qui est induit par le trophoblaste, il s'appelle le remodelage vasculaire utérin. Si vous avez un défaut de remodelage vasculaire utérin, eh bien, il va y avoir une hypoperfusion placentaire. Initialement, ça ne va pas forcément se voir parce que les besoins du placenta et du fœtus ne sont pas très importants, mais à mesure que la grossesse va avancer, les besoins en oxygène du placenta et du fœtus vont augmenter. Et à ce moment-là, cette hypoxie placentaire va se révéler. Alors, il va y avoir des conséquences bien sûr chez le fœtus qui ne va pas avoir suffisamment d'apport de